Bonjour à toutes et à tous. On va pouvoir commencer le conseil de quartier. Euh, donc aujourd'hui, on a plusieurs sujets. On a un sujet sur le bilan du conseil de quartier, une intervention du lieutenant-colonel Pastor. Euh, on va aussi évoquer le sujet de la maison Sainte-Germaine et aussi l'atelier RATP. Avec différents intervenants. Écoutez, je vous propose de commencer par l'intervention du colonel Pastor. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'accueillir dans votre conseil de quartier. Je viens vous présenter une activité qui est organisée cette année, alors qui a déjà été organisée les années précédentes, mais de façon un petit peu plus importante, cette année au parc André Citroën. Donc le 14 juillet, à l'issue du défilé militaire, les armées organisent dans différents arrondissements de Paris des opérations de relations publiques. Et le 15e arrondissement, avec le parc André Citroën, a été choisi pour l'opération de relations publiques de l'armée de l'air et de l'espace. Donc moi-même, je suis donc le lieutenant-colonel Jean-Christophe Pastor. Je travaille au service d'information et de relations publiques de l'armée de l'air et de l'espace, et je suis en charge de ce projet, et je serai le responsable sur le site de cette activité. Donc c'est une belle opportunité pour moi de pouvoir m'adresser à vous, habitants du quartier, pour vous informer de cet événement. Le 14 juillet, vous avez donc le matin, comme d'habitude, le défilé militaire sur les Champs-Élysées. Et ensuite, à l'issue de ce défilé militaire, est organisée donc cette opération de relations publiques qui permet en fait à la population de venir au contact des personnels qui ont défilé le matin. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu difficile le matin de voir quelque chose si on n'a pas une place en gros en tribune, sans se mentir. Donc la population peut parfois être un petit peu restée sur sa faim en matière de défilé. D'ailleurs, pour bien voir le défilé, le meilleur endroit pour le voir, pareil, sans vous mentir, c'est devant votre téléviseur, parce que vous avez la vision du président de la République, et le défilé est fait pour être vu à la place du président de la République. Donc à la télévision, vous pouvez bien en profiter. Et donc l'après-midi, nous mettons en place au parc André Citroën l'ensemble des unités défilantes du matin, qui sont là pour expliquer leur mission, leur travail, ce qu'ils font, les hommes et les femmes qui composent notre armée et qui pourront parler à tout le monde, aux plus jeunes, aux plus anciens, pour répondre éventuellement aux interrogations et aux questions. Afin d'animer cet après-midi, parce qu'on a bien conscience qu'une après-midi d'un jour férié sur un week-end de 3 jours, c'est assez propice aux familles pour aller se balader. Et donc, nous allons vraiment mettre en place des activités dès 4 ans pour pouvoir s'adresser aux plus jeunes, pour pouvoir leur montrer de façon pédagogique un petit peu ce qu'est l'armée de l'air et de l'espace, mais surtout pour rencontrer les familles, les parents, les grands-parents qui seraient avec eux et qui auraient des questions et qui auraient envie de savoir un petit peu ce qui se passe autour d'eux donc en France. Et notamment l'armée de l'air et de l'espace a quand même une empreinte historique dans le 15e, à travers l'ancienne base aérienne qui maintenant est devenue le siège du ministère des Armées. Et également, l'armée de l'air et de l'espace est responsable de la protection du ciel de Paris. Donc parfois, au-dessus de vos têtes, vous pouvez peut-être voir des hélicoptères, parfois entendre des bangs supersoniques, comme ça a été le cas il y a quelques années. Il y a 2 ans, il me semble, au-dessus de Paris. Voilà, nous vous protégeons, nous protégeons la population. Et donc ces personnes-là seront à votre contact au parc André Citroën. Donc pour pouvoir animer ça, donc on organise cette opération de relations publiques de 14h à 18h au parc André Citroën. On met en place des matériels pour que ce soit le plus ludique et visuel possible. Donc il y aura un hélicoptère, un Fennec, qui est un hélicoptère qui appartient à la base aérienne de Villacoublay. Cet hélicoptère donc, participe à la protection du ciel de Paris et à son bord, il y aura une équipe de commandos qui, eux, ont pour mission de faire les différents signaux et messages d'alerte pour prévenir les aéronefs qui seraient en perdition, on va dire, au-dessus du ciel de Paris, que voilà, ils ne sont pas sur le bon chemin et les ramener sur la bonne route. Donc ces personnes qui ont cette mission au quotidien vont défiler et seront présents au parc André Citroën sur l'espace en herbe à côté du ballon. On aura aussi une démonstration de saut en parachute qui aura lieu normalement à 15h.
de l'équipe de parachutisme de l'armée de l'air et de l'espace. Donc c'est une équipe de professionnels qui ont un métier au sein de l'armée de l'air, mais qui sont passionnés de parachutisme et qui se rassemblent pour différents événements. Souvent c'est lors de meetings aériens ou lors de grands événements de cérémonies d'hommage commémoratives. Et là, donc, ils viennent sauter à 15h au-dessus du parc André Citroën à 8 parachutistes avec leur parachute bleu, blanc, rouge et peut-être quelques drapeaux en plus dans le ciel de Paris. Ces parachutistes seront ensuite présents au parc pour dialoguer avec vous si vous le désirez. Il y aura aussi l'hélicoptère Puma qui aura fait ce largage de parachutistes qui se posera et qui sera présent. Donc pareil, possibilité de monter à bord, de discuter avec les pilotes, avec les équipages pour comprendre un petit peu leur mission et ce qu'ils font. Pour animer, nous allons également mettre en place un simulateur de vol de Rafale. Donc là, ce ne sera pas pour les tout petits, plutôt pour les adolescents ou pour les adultes, pour les grands enfants. Avec du coup des pilotes qui auront défilé le matin au sol, au défilé à pied, qui seront là, des vrais pilotes militaires et qui pourront expliquer leur mission et pourront expliquer comment ils font eux dans le Rafale, parce que le simulateur de vol est très très réaliste. C'est le même industriel qui fait nos vrais simulateurs et qui fait ces simulateurs-là grand public. Donc c'est vraiment un réalisme assez important sur ces simulateurs de vol. Ensuite, nous mettons en place un petit atelier de pilotage de drone. Donc c'est du drone classique que vous pouvez trouver dans le commerce en cage. Donc il y a une sorte de cage dans laquelle les enfants pourront s'amuser à piloter en toute sécurité sans aucun risque. Nous avons des casques de réalité virtuelle qui permettent aux jeunes, mais pas que, vraiment d'être en immersion dans une mission d'un avion de chasse, donc sur Mirage 2000. Et également, par rapport à la thématique de l'espace, nous avons la même chose en réalité augmentée, enfin pas augmentée, mais virtuelle. Nous allons mettre également en place un planeur qui participe à la formation des jeunes, donc possibilité également de monter à bord, bien sûr pas de décoller malheureusement, mais en tout cas les plus jeunes pourront monter à bord, comme l'année dernière, il était déjà présent, le planeur, avec des élèves qui seront là. Il y aura les élèves de toutes les écoles, parce que les écoles défilent le matin. Donc ces élèves seront là et pourront répondre aux questions, pourront expliquer un petit peu en quoi consiste leur formation, voilà, pour ceux qui seraient potentiellement intéressés. Il y aura donc, au passage, une petite boutique de l'armée de l'air, mais ça c'est pour ceux qui voudraient partir avec un petit souvenir, mais l'objectif n'est pas là. Et donc ensuite, les bases aériennes, on est en train de voir, elles vont venir avec des maquettes, les bases aériennes qui défilent, maquettes d'aéronefs, voilà. Donc vraiment l'objectif, l'objectif, je vous le dis clairement, c'est pas de recruter. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir expliquer à quoi on sert, ce que l'on fait pour la protection des Français. On entend beaucoup de choses en ce moment avec les différents conflits, avec les différentes crises. Là, on vous met sous la main les gens qui composent notre armée et qui s'engagent pour votre protection au quotidien. Voilà. Je ne sais pas si... Voilà, s'il y a des questions, éventuellement, le lieutenant-colonel Pasteur peut y répondre. En tout cas, merci d'être venu présenter ces activités, parce que c'est vrai que c'est une opération assez symbolique pour l'arrondissement en particulier, puisqu'on accueille justement le ministère des Armées avec cet historique qui est très très lié à l'aviation dans le 15e arrondissement en particulier. Donc on est toujours ravis et c'est un honneur aussi pour nous d'avoir cette animation qui est particulièrement rodée, belle cette année. Donc on vous en remercie. Puis on espère que beaucoup d'habitants pourront être présents. Donc n'hésitez pas à passer le mot aussi autour de vous, hein, pour pouvoir faire participer le maximum de personnes, parce que c'est vrai que c'est ouvert à tous, et pour les avoir testés les 2 dernières années, tout le monde est très accueillant, et on a toujours beaucoup de personnel de l'armée de l'air et de l'espace qui sont extrêmement bienveillants et prêts à répondre à la moindre des questions de tous les âges. Il n'y a pas de questions bêtes en plus, donc il faut absolument en profiter. C'est une excellente occasion de voir en plus du matériel des fois de près, et de mieux comprendre en effet ce que font les armées et ce que fait en particulier l'armée de l'air et de l'espace au service notamment des Parisiens. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet dans la salle, éventuellement ? En tout cas, notez bien la date. Vous l'avez déjà, je pense, en tête. Il n'y a pas de doute. Mais l'après-midi, donc à partir de 14h, au parc André Citroën.
Et s'il n'y a pas de questions, nous allons vous libérer, colonel. Merci vraiment d'avoir fait le déplacement. Merci à vous. Et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Donc on modifie très légèrement l'ordre du jour dans l'ordre, entre guillemets, puisqu'on va aborder d'abord le sujet de Maison Sainte-Germaine, avec la présentation de l'activité et des travaux, avec Madame Mathilde Casablanca, directrice par intérim, Fondation Saint-Jean-de-Dieu. Merci. Je vais juste corriger mon nom. Donc c'est Casablanca. Casablanca, c'est très joli, mais ce n'est pas mon nom. Non, je vous en prie. Voilà, alors je suis arrivée récemment moi, à la Fondation. Je suis là pour assurer une mission d'intérim. Donc voilà, j'ai essayé de faire au mieux et le plus exhaustif sur la présentation de l'établissement. Mais il y aura peut-être quelques petites questions pour lesquelles je n'aurai pas forcément de réponse. Mais j'irai les chercher. Vous aurez de toute façon des réponses qui vous seront fournies. Si ce n'est pas ce soir, ce sera ultérieurement. Voilà. Donc la Maison Sainte-Germaine, c'est un établissement qui a été fondé en 1894. Donc c'est anciennement appelé un asile. C'est comme ça qu'on nommait ces établissements à l'époque, et qui a été construit pour accueillir des petites filles orphelines et handicapées. Et cette maison a été gérée à l'origine par les religieuses hospitalières du Sacré-Cœur de Jésus, qui assuraient le fonctionnement de la maison. Donc, c'est une œuvre religieuse à l'origine, la Maison Sainte-Germaine. Alors, je vais lister un peu les grands points importants, les dates un peu clés de l'établissement. Donc en 1949, c'est un établissement qui a beaucoup évolué. Au départ, c'était vraiment un lieu uniquement d'accueil où il y avait peu de soins qui étaient prodigués. Puis ensuite, en 1949, il y a un service de chirurgie orthopédique qui a été ouvert pour 14 lits et qui était en lien avec le centre Le Courbe, que vous connaissez peut-être de la Fondation Saint-Jean-de-Dieu, qui est située à proximité. En 1960, il y a la création de l'association Sainte-Germaine, donc en fait qui officialise l'existence de l'établissement par un statut associatif, alors que jusqu'à présent c'était géré par la congrégation directement. Il y a une date importante qui est 1972, donc là on est proche de la loi de séparation de l'Église et de l'État, et la DAS à l'époque, qui aujourd'hui maintenant est l'ARS, mais on parlait de la DAS à l'époque, reconnaît l'existence de l'établissement et lui attribue un prix de journée. Puisqu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'en 1972, le financement pour la prise en charge de ces jeunes filles était fait uniquement par les quêtes que les religieuses allaient faire. Donc, elles allaient frapper aux portes des habitants du 15e pour recevoir des dons et pour permettre de faire fonctionner l'établissement. Et en 1972, donc, l'établissement a reçu des dotations régulières qui ont permis de faire fonctionner l'établissement et donc cesser ce système des quêtes. On fait un saut dans le temps. En 2010, on a la création de l'association Benoît Mény. Donc ceux qui connaissent un petit peu le secteur et l'établissement, c'est sous ce nom-là que l'association a été connue jusqu'en 2023. Donc l'association Benoît Mény, qui en fait regroupait à la fois la Maison Sainte-Germaine et un autre établissement qui était géré par la même congrégation à Marseille. Et donc là, voilà, on a eu la création de cette association en 2010. En 2014, il y a encore des évolutions qui arrivent, puisqu'en fait, l'établissement devient un foyer de vie de 49 places et un foyer d'accueil médicalisé. Donc le foyer, c'est encore aujourd'hui la dénomination que l'on a sur cet établissement. Donc on a 49 places de foyer de vie. Donc ce sont un lieu d'accueil pour des personnes qui sont relativement autonomes, qui ont besoin d'un accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, mais qui sont en capacité d'assurer par eux-mêmes une partie importante des actes de la vie quotidienne. Et puis un foyer d'accueil médicalisé. Donc là, on apporte un élément complémentaire qui est vraiment les besoins de prise en soin des personnes. Donc on a des personnes aussi, on accompagne des personnes qui ont des besoins de soins réguliers. Voilà, donc je vous expliquerai un peu plus tard en quoi ça consiste. En 2018, l'établissement devient mixte, donc c'est une date importante pour la structure qui jusque-là n'accueillait que des femmes. Et donc il y a eu un long débat, beaucoup de discussions avec les familles aussi pour accepter l'ouverture de l'établissement. Et donc aujourd'hui, l'établissement accueille également des hommes. Mais vous voyez, c'est très récent.
Et en 2023, la Maison Sainte-Germaine et donc l'association Benoît Mény est reprise en gestion par la Fondation Saint-Jean-de-Dieu. Donc ceux qui connaissaient un petit peu la maison, ne soyez pas étonnés de ce changement. Donc aujourd'hui, la Maison Sainte-Germaine est gérée par la Fondation Saint-Jean-de-Dieu. Alors je vous ai mis une petite carte pour qu'on soit bien sûr de savoir où sont situés les différents établissements. Donc la petite épingle, c'est la rue des Nouettes, et donc c'est 56 rue des Nouettes, et c'est là que se trouve la Maison Sainte-Germaine. Sur la carte, ce qui est intéressant, on a fait le repère aussi sur la Fondation Saint-Jean-de-Dieu, qui est le centre Le Courbe, qui aujourd'hui, du coup, donc nous faisons partie maintenant de la même fondation, avec le centre Le Courbe. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire? Qui est à côté? À côté? Ok, merci. Donc le centre Sainte-Germaine, aujourd'hui, donc ce sont 79 personnes, 70 femmes et 9 hommes. Vous voyez qu'on a encore du chemin à faire pour avoir la parité. Et principalement des personnes qui sont atteintes de troubles mentaux, de handicap moteur, ou des personnes qui sont infirmes moteurs cérébraux. Donc en fait, ce sont des personnes qui naissent avec un handicap le plus souvent. On est resté sur l'accompagnement de ce public-là. La moyenne d'âge des personnes qui sont accompagnées est de 55 ans, mais on a une très grande amplitude puisqu'on accueille aujourd'hui des très jeunes, donc le plus jeune a 20 ans et la plus âgée a 87 ans. Et la doyenne est décédée l'année dernière, elle avait plus de 100 ans. Donc voilà, on accompagne des personnes sur des très longues durées. Certaines personnes sont arrivées en 1948 dans la structure et continuent à vivre dans l'établissement. Donc on a vraiment une durée d'accompagnement qui est extrêmement longue dans la structure. Donc nous avons 70 professionnels qui accompagnent les résidents et qui se relaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce sont des structures qui sont ouvertes évidemment toute l'année en permanence. C'est le lieu de vie des personnes que l'on accompagne. Donc, dans les professionnels, on va retrouver des aides-soignants, des aides médico-psychologiques, des infirmiers, des aides de vie, éducateurs, kinés, psychomotriciens, psychologues, personnel de cuisine, administratif. On a également un médecin qui est présent dans l'établissement. Alors, les grands axes du projet, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ces structures? Eh bien, en fait, on accompagne les personnes en situation de handicap dans les actes de la vie quotidienne. Alors, c'est l'aide à la toilette, au repas, les aider à gérer leur situation administrative. C'est aussi assurer les soins lorsque cela est nécessaire. Donc, ça peut être, par exemple, la mise en place de suivis médicaux spécialisés. Ça peut être également les aider à prendre leur traitement de façon régulière. C'est mettre en place des soins de rééducation lorsque cela est nécessaire également. Et puis, on a tout un volet qui est soutien de la personne dans son projet de vie, puisqu'en fait, les personnes, quand elles arrivent dans l'établissement, eh bien, elles ont un projet, elles vont avoir des envies. Et donc, notre mission, c'est de les accompagner, quel que soit leur projet, pour les aider à le mettre en place à travers... ça peut être le développement de la vie sociale, participer à des activités, s'inscrire dans la vie citoyenne du quartier. Alors c'est vrai que ce soir, personne n'est présent malheureusement, mais l'idée c'est ces personnes soient vraiment intégrées dans la vie du quartier à travers des activités qui sont proposées aussi dans le quartier, qu'elles puissent participer aux élections lorsque cela se présente et qu'elles soient vraiment intégrées totalement à la vie du quartier. Donc les activités qu'on va retrouver, on les a listées en 5 points. Ce sont des activités physiques et sportives. Ça peut être aussi des activités à tout ce qui est lié aux fonctions cognitives. On a un professeur qui intervient, donc un professeur des écoles qui intervient pour permettre aux plus jeunes notamment de pouvoir continuer des apprentissages. On a des activités qui sont manuelles, créatives. Peut-être que certains connaissent la chorale qui a lieu au centre Sainte-Germaine et qui a lieu une fois par semaine. Il y a également des activités culturelles et de la médiation animale à travers la présence d'un chien ou de l'équitation également. Voilà, ça c'est vraiment pour le fonctionnement de l'établissement. Alors vous avez certainement entendu parler d'un nouveau projet et ça fait un certain temps que le sujet est en réflexion au sein de l'établissement, puisqu'en fait, l'établissement aujourd'hui n'est plus tout à fait adapté aux besoins des personnes. C'est un bâtiment qui date de la création de l'association et donc qui est très ancien.
Et aujourd'hui, les besoins des personnes, eh bien, c'est de vivre dans des espaces qui sont davantage personnalisés, vivre comme à la maison, dans des espaces lumineux, agréables, que l'on peut personnaliser. Et aujourd'hui, je vous ai mis une photo. Je n'ai pas été jusqu'à prendre des photos des chambres parce que c'était très, très lié à l'intimité des personnes. Mais vous voyez, on est dans un établissement qui est relativement ancien. Et aujourd'hui, en termes de lieu de vie et de lieu d'accueil, on fait beaucoup mieux. Et donc, voilà, il y a une vraie envie de la part des personnes accompagnées de pouvoir vivre dans un environnement qui sera davantage adapté. Et pour cela, c'est vrai qu'on a vraiment envie de mieux répondre au respect des droits et libertés des personnes accompagnées, notamment leur intimité, la liberté d'aller et venir. Aujourd'hui, nous avons la moitié des résidentes qui vivent en chambre double, par exemple. Donc c'est vrai qu'elles sont voilà, en permanence avec un tiers à côté, sachant que c'est leur lieu de vie. C'est extrêmement difficile de vivre quotidiennement avec des personnes qui vous sont imposées, parce que même si on essaye de respecter les affinités, voilà, c'est pas évident de pouvoir y parvenir à chaque fois. C'est aussi pour nous, ces travaux, ça va être un moyen de diversifier les modalités d'accueil. Créer un espace de répit, par exemple. Aujourd'hui, il y a des personnes en situation de handicap qui vivent à domicile, et c'est très bien qu'elles soient à domicile. Et puis, il y a des aidants familiaux qui sont là, qui ont envie de continuer à accompagner leurs proches et qui aimeraient bien pouvoir avoir une solution temporaire lorsque elles partent en vacances ou autre. Et donc, on va créer, dans le cadre de ces travaux, un espace justement pour accueillir temporairement des personnes en situation de handicap. Et puis aussi, c'est la possibilité d'expérimenter des nouvelles choses pour les personnes que l'on accompagne, qu'elles soient capables de tester, d'apprendre, pour pouvoir ensuite retourner dans une vie plus autonome dans un appartement. Et donc tout ça, on va pouvoir le faire avec ce projet que l'on a de réalisation de travaux. Puisqu'on va créer une cuisine thérapeutique, des appartements pour tester la vie autonome. On aura vraiment différentes modalités d'accompagnement, ce qui permettra aux personnes d'évoluer et de bien les accompagner au fur et à mesure de l'évolution de leur situation. Donc en fait, je vous ai mis ensuite deux visuels qui sont ceux qui avaient été présentés dans le cadre du permis de construire. Et donc l'idée pour nous, c'est de garder l'existant, de le restructurer à l'intérieur, de le réhabiliter à l'intérieur et d'assurer une surélévation de 2 étages, ce qui permettra en fait de pouvoir créer ces fameuses chambres individuelles notamment dont on a vraiment besoin dans la structure. Donc là, la vue que vous avez, elle est lorsque vous êtes rue des Nouettes, donc face au portail d'entrée. Voilà. Et ensuite, la deuxième vue que je vais vous montrer, elle est prise en fond de parcelle. Voilà. Vous l'avez là en face de vous, vous avez la rue des Nouettes qui est derrière les arbres. Voilà le projet. Est-ce que vous avez des questions ? Comment se fait la sélection des personnes qui viennent chez vous ? En général, il y a plus de demandes que de places. Oui, je demandais comment se faisait la sélection des personnes, puisqu'en général, il y a beaucoup plus de demandes que de places. C'est vrai. Et donc, en fait, l'organisation qui est prévue est la suivante. Donc, toutes les personnes que l'on accompagne sont orientées par la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Donc, de toute façon, ça, c'est une étape obligatoire. Ensuite, la MDPH définit en fonction de la pathologie des personnes. C'est que les lieux d'accueil sont un peu spécialisés, même si on essaye de ne pas trop se spécialiser, d'avoir un accueil le plus large possible. Il y a quand même des établissements qui sont spécialisés plutôt pour les personnes en situation de polyhandicap ou plutôt pour les personnes handicapées psychiques, pour qu'elles soient vraiment bien prises en charge. Et donc, la MDPH va faire une présélection d'établissements qui peuvent être dans lesquels les personnes peuvent être adressées. Et ensuite, les établissements, aujourd'hui, parce qu'avant c'était le cas, mais aujourd'hui on n'a plus le choix en fait, on accueille toutes les personnes que la MDPH nous oriente dès lors qu'on a de la place dans la structure. Et le seul problème, ça va être vraiment lié à la place, vous avez raison. Nous, l'année dernière, par exemple, il y a eu 2 départs uniquement sur nos 80 places, donc c'est vrai que ça fait très peu. Mais en tout cas, voilà, les personnes qui nous ont été orientées ont été acceptées dans la structure. Et c'est comme ça que fonctionnent tous les établissements médico-sociaux maintenant en France.
Alors, la fin des travaux, le début des travaux déjà. Le début des travaux, idéalement, ce serait pour nous début d'année 2024. Et on part sur une phase de 2 ans et demi de travaux. Vous vous occupez que de vos pensionnaires ou vous avez des personnes qui viennent à la journée? Pardon, j'ai pas entendu le début. J'ai demandé si vous ne vous occupiez que de vos pensionnaires ou si vous aviez des personnes qui venaient à la journée. Et comme vous parliez de réintégrer ces personnes pour qu'elles puissent éventuellement sortir de la structure, est-ce qu'ensuite il y a un suivi qui est prévu pour ces personnes? Alors, aujourd'hui, on n'a que de l'hébergement permanent. En fait, ce que vous décrivez, pour nous, dans notre jargon, il y a hébergement permanent, hébergement temporaire, accueil de jour. Voilà. Donc, nous, on n'a que de l'hébergement permanent, c'est-à-dire qu'on n'a que des personnes pour qui l'établissement est le lieu de vie permanent et définitif. L'idée avec ce projet, c'est qu'on puisse diversifier les modalités d'accompagnement et notamment créer quelques places d'accueil de jour, justement pour permettre, comme la place de répit, pour permettre aux personnes qui vivent à domicile, qui sont accompagnées souvent par des proches ou qui sont en vie autonome à domicile, mais pour qui c'est un peu fragile et donc il faut quand même un soutien la journée. Les personnes ne peuvent pas être complètement seules toute la journée, qu'elles puissent venir la journée et puis ensuite repartir à domicile. Donc ça fait partie du projet, effectivement, c'est de diversifier les modalités d'accompagnement. Et lorsque on va pouvoir créer ces différents espaces et également travailler sur le retour à domicile, dans ces cas-là, on s'organise avec des structures qu'on appelle d'aval, qui sont des structures qui peuvent intervenir à domicile. Dans le secteur du handicap, on travaille beaucoup avec les SAMSA. Vous avez peut-être entendu parler de ces services. C'est des services d'accompagnement médico-sociaux pour adultes handicapés. Donc là, c'est des professionnels. C'est comme un établissement, mais ils interviennent à domicile. Voilà. Et donc, dans ces cas-là, quand on fait un accompagnement, un retour à domicile, on coordonne la sortie pour que la personne ne se retrouve pas isolée et qu'elle puisse bénéficier quand même d'un accompagnement. C'est très rare des personnes qui vont avoir besoin de passer par un foyer d'accueil médicalisé et qui vont pouvoir repartir complètement seules dans le milieu ordinaire. En général, il y a quand même toujours une transition avec un service de soutien qui va pouvoir apporter quand même un étayage pour la vie quotidienne. Qu'est-ce qui va devenir pour les résidents pendant la durée des travaux? Alors, voilà, mais je vais te poser la question. En fait, actuellement, on a encore 2 hypothèses. Une hypothèse où tout l'ensemble des résidents restent dans l'établissement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des travaux qui vont être bruyants, contraignants, il va y avoir de la poussière. C'est pas idéal de vivre dans un établissement qui est en travaux. Et il y a une autre hypothèse qui est à l'étude, qui est de pouvoir relocaliser temporairement une partie des résidents. Donc ça, c'est encore à l'étude, parce que ça nécessite de trouver de la place. Voilà. Juste une question. Vous avez prévu d'augmenter l'effectif, en fait, si vous êtes un agrandissement? Alors, à l'issue, effectivement, des travaux, il y a 10 places supplémentaires qui sont prévues et qui vont être fléchées par l'ARS et le conseil départemental sur des places de personnes en situation de handicap psychique. Donc, on passera à 90 places. Oui, juste un mot s'il n'y a plus de questions pour me réjouir de ce projet très important pour notre arrondissement où nous essayons d'être une terre d'accueil la plus favorable possible pour les personnes en situation de handicap. Nous avons de très nombreuses structures. Je veux dire que Saint-Jean-de-Dieu est un peu le phare, si je peux, enfin, pas le seul, mais c'est vrai que c'est des structures les plus importantes et avec laquelle nous travaillons depuis très longtemps. D'ailleurs, je me réjouis qu'il y ait un rattachement de la maison Sainte-Germaine à Saint-Jean-de-Dieu, ce qui permet aussi de faire beaucoup plus de choses qu'auparavant, sans doute. Et de ce projet qui va permettre à la fois d'augmenter les capacités de ce foyer et puis aussi, bien sûr, surtout, d'améliorer des conditions d'hébergement qui étaient quand même extrêmement vétustes pour des femmes en situation de handicap très, très lourd. Très, très lourd. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors, moi, j'ai juste un vœu, parce que j'ai quand même l'expérience, vous aussi sans doute, mais moi également, c'est que faire... les travaux en site occupé par des personnes en situation de handicap, je dis non. Excusez-moi de le dire, mais il y a eu les travaux des ateliers Vaugirard juste à côté depuis des mois et des mois qui sont déjà très perturbants pour des personnes. Déjà pour des personnes, j'allais dire, comme nous,
c'est une nuisance, mais quand c'est des personnes en situation de handicap, c'est quand même encore beaucoup plus traumatisant. Donc je pense que vous devez essayer de faire le maximum pour reloger ces personnes qui ne sont pas faciles à reloger parce que c'est vraiment des handicapés lourds, hein, mais pendant la durée des travaux qui vont être extrêmement invasifs, étant donné qu'on construit quand même un étage. On ne construit pas à côté, on construit dessus. C'est d'ailleurs une des conditions qu'on avait données nous-mêmes pour le permis de construire, étant donné qu'on souhaitait garder cet espace vert qui fait quand même un petit espace de respiration d'oxygène sur la rue des Nouettes. Donc il n'était pas question d'obérer l'espace vert. Donc du coup, la seule solution qui subsistait, c'était de construire en hauteur. Bon, ça ne va pas très haut, mais quand même. Donc voilà, il y a quand même là une inquiétude en ce qui concerne ce bâtiment, où d'ailleurs il y a eu un incendie il y a quelques années qui aurait pu être très très grave. Heureusement, grâce d'ailleurs à l'intervention des riverains, des voisins, etc., les choses se sont bien terminées. Mais enfin, pour des personnes qui sont aussi atteintes, je vois mal quand même le maintien sur les lieux de ces personnes. Peut-être quelques-unes, je ne sais pas, étant donné qu'il y a peut-être la possibilité de reloger dans une partie du bâtiment qui ne sera pas tout de suite reconstruite, mais ça me paraît quand même très très difficile à... Oui, après la problématique, c'est de trouver du relogement. Donc on a eu plusieurs pistes, pour l'instant qui n'ont pas pu aboutir malheureusement. Même dans Saint-Jean-de-Dieu. Oui, absolument. Et donc les recherches se poursuivent activement, parce qu'on a bien conscience évidemment que l'idéal serait de pouvoir reloger les résidents. Mais on est face à une contrainte matérielle. Et ces personnes, on les accueille, on va continuer à les accueillir, on ne peut pas les renvoyer chez elles. Hein. Pour certaines, elles n'ont pas de chez elles, donc c'est ici chez elles. Donc voilà. Bon, j'entends en tout cas, et je prends note, et je compte du coup sur le soutien aussi de la mairie. Si toutefois une idée venait, peut-être que collectivement, on pourra trouver ces espaces qui nous manquent le temps des travaux. Oui, bien sûr, on est en recherche d'espace pour essayer de vous aider au mieux. D'autres questions ? Bon, bah, écoutez, merci beaucoup pour cette intervention. On va passer à l'autre sujet. Donc, atelier RATP. Point sur l'avancée des travaux avec Madame Sylvie Pouget, responsable territoriale Paris Ouest, groupe RATP. Et alors je ne sais pas qui sont. Madame Tiffaine Fréville, directrice des opérations RATP Real Estates. Et Omar Bellarbi, responsable de programme ICAD. Voilà. Je suis désolé si j'écorche un petit peu, c'est que j'ai oublié mes lunettes. Bonsoir, donc Sylvie Pouget, je suis en charge des relations institutionnelles, point d'entrée pour le groupe RATP. Et en effet, je suis avec mes collègues. Alors, on est un petit peu nombreux ce soir, je m'en aperçois. Donc, on va vous expliquer pourquoi. Finalement, les ateliers Vaugirard. Alors, pourquoi les ateliers ? Donc, il y a notamment 2 ateliers. C'est pour ça que nous avons Madame Fréville qui est là pour le premier atelier de maintenance, qui est en voie d'être finalisé. Voilà. Et nous avons l'autre atelier de maintenance. On pense souvent à celui-là, c'est l'atelier de maintenance ligne 12 pour les nouveaux matériels, trains. Et également aussi, c'est la valorisation sur un site industriel qui doit garder ce caractère de site industriel également, la valorisation au travers donc de projets immobiliers. Et c'est pour ça aussi que nous avons avec nous ICAD. Je vous propose qu'on puisse démarrer tout de suite. Alors, je pense qu'on va faire un petit essai. Alors, je vais juste enlever, excusez-moi, j'espère ne pas cracher le... Normalement, ça doit... Pardon ? J'ai mon sauveur qui arrive. Je vous laisse, je ne veux pas... Parfait.
Bonsoir. Alors, donc, les ateliers de Vaugirard, c'est la reconfiguration de tout le quartier. C'est 2 opérations en une, ou même 5, 6, 7 opérations en une. 2 grandes phases principales. Donc, la première phase, c'est la construction d'un nouvel atelier de maintenance des équipements qui est bientôt achevé, qui permet d'assurer la maintenance des organes qu'on sort des trains pour pouvoir les rénover entièrement. C'est ce qu'on appelle de la maintenance patrimoniale. Et c'est une opération qui est adossée à 3 opérations de logement, les lots A, B et C. Je pense que vous devez les connaître sûrement. Moi, je suis représentant de la maîtrise d'ouvrage pour l'atelier de maintenance des trains. Donc, c'est la seconde phase de l'opération des ateliers de Vaugirard. Donc, en fait, sur la ligne 12, on a un matériel qui est vieillissant, qui a plus de 50 ans et qui arrive en fin de vie, qu'il faut renouveler complètement. Donc, le nouveau matériel est en cours de développement. C'est Alstom Bombardier qui est en train de le concevoir et il sera mis en service à l'horizon 2028 sur la ligne 12. Ça paraît long, mais le temps de développer le train, voilà, il faut un peu d'études. C'est quelque chose d'assez complexe et ça permettra d'avoir un matériel que vous connaissez déjà, qui ressemblera à celui qu'il y a sur la ligne 14, par exemple, ou sur les lignes 2, 5, 9. Voilà. Un matériel de dernière génération avec ventilation réfrigérée, des intercirculations, c'est-à-dire qu'on peut cheminer du début à l'avant du train jusqu'à l'arrière, donc plus sécuritaire, plus fiable, plus rapide. Voilà. Et donc ce nouveau matériel n'est pas maintenable dans l'atelier tel que vous le connaissez aujourd'hui. En fait, on a besoin d'accéder en toiture pour pouvoir l'entretenir, puisque la ventilation réfrigérée, c'est un équipement qui se situe en toiture du train, par exemple. Et on a besoin également de plus de largeur sur les voies pour pouvoir sortir les organes sur les côtés, parce que les nouvelles conceptions de matériel nécessitent d'avoir des équipements un peu plus volumineux. Donc on intervient moins sur le train directement, mais on sort les organes et on les envoie dans des ateliers de maintenance patrimoniaux. Tout cela nous amène à devoir refaire intégralement l'atelier. Donc on déconstruit pour reconstruire tout l'atelier de maintenance des trains. Et la particularité de la ligne 12, c'est qu'on n'a pas de possibilité de délocaliser la maintenance ailleurs. Donc on doit faire les travaux avec le maintien de l'exploitation pour qu'on continue à assurer bien sûr le service sur la ligne 12. Et c'est ce qui explique la durée des travaux, qui est importante pour tout le monde, et la complexité de l'opération aussi. Voilà ce que je peux vous dire rapidement. Alors si vous avez d'autres questions, je peux répondre à toutes les questions sur le projet, bien sûr. Mais... Oui, alors donc le premier lot de logements que vous avez pu voir ouvrir, c'est le lot B. Donc le lot B, c'est pour RATP Habitat, c'est 104 logements sociaux. En même temps a été ouverte la rue Théodore Deck, donc le prolongement de ce que vous connaissiez comme l'impasse Théodore Deck où se trouve le Théâtre. Donc maintenant, cette impasse relie la rue Le Courbe avec la rue des Nouettes et les 104 familles ont emménagé ces derniers mois. Voilà, et donc quelques photos de la nouvelle voie. Aujourd'hui, il n'y a que le trottoir du côté du lot B qui est ouvert. Dans quelques années, lorsque le lot de logements privés construit par Emery Gicad sera ouvert d'ici quelques mois, le trottoir du lot A, où il y aura des jardinières, des arbres et des emplacements vélos, comme on peut voir sur l'image, sera aussi accessible. Donc on pourra avoir les 2 trottoirs. En horizon 2024, on peut voir donc côté gauche le lot B et côté droit le lot A, avec le trottoir que vous avez pu voir ouvrir en mars de cette année, et horizon un peu plus lointaine, l'autre trottoir qui est plus large et végétalisé, avec 2 emplacements, un pour des livraisons et un pour les personnes à mobilité réduite. Donc, comme vous avez pu le voir pour l'atelier de maintenance des équipements, et comme disait Madame Fize, nous sommes vers la fin de nos travaux. La livraison est prévue pour cette année. Et nous sommes maintenant en aménagement plutôt intérieur, donc
tout ce qu'il y a seconde œuvre à l'intérieur, des chemins de câble pour les électriciens, les plombiers, tout ce qui est peinture, carrelage. La façade est presque finie. Maintenant, vous avez une bonne vision de ce que sera le bâtiment plus tard. Et il nous reste encore en extérieur notre entrée de site, donc le portail et les façades en pied de façade à réaliser. Atelier de maintenance des équipements, donc comme on précisait, ce sont des pièces du train qui vont être livrées, venir être réparées avant de repartir sur un atelier de maintenance de train pour être remis dans les trains. Merci Tiffaine. Donc moi je suis CAD, donc Omar Belarbidi CAD, et je vous parle du lot A. Le lot A, c'est ce que, comme disait Tiffaine Fréville, c'est ce qui fait face au lot B sur la rue Théodore Deck, la nouvelle rue Théodore Deck qu'on appelait la voie nouvelle jusque-là, qui est dans le prolongement de l'impasse Théodore Deck. Et le lot A, c'est ce que vous voyez à droite sur R+5, 97 logements, une maison d'assistance maternelle ou une crèche. C'est en cours de discussion avec la direction d'urbanisme de Paris, de 33 berceaux à rez-de-chaussée, 2 commerces de bouche et la relocalisation du Théâtre qu'on va mettre à rez-de-chaussée du bâtiment, mais aussi une ferme urbaine de 300 mètres carrés de maraîchage au dernier niveau, qui est gérée par un exploitant qui s'appelle Urbagri. Donc c'est un ensemble d'activités en plus des 97 logements qui sont aujourd'hui à R+2 au deuxième étage, ce que vous voyez à gauche. Donc c'est un projet qui est en phase gros œuvre, contrairement aux secondes œuvres du lot B. Donc la grue est toujours là. Nous sommes en train de réaliser les planchers et les voiles en béton armé. Et ensuite, en ce qui concerne ICAD aussi, nous sommes en charge du lot C. Le lot C est au-dessus de la dalle AME. On construit 34 logements au-dessus de l'atelier des maintenances des équipements de la ligne 12. Au niveau du 305 rue Le Courbe, c'est ce que vous voyez à droite, qui est aussi en phase gros œuvre, mais gros œuvre bientôt achevée. Donc on monte jusqu'à R+10, au même niveau que le bâtiment qui lui est mitoyen au 313 rue Le Courbe. Et nous sommes en cours de ce qu'on appelle clos et couvert, enfin hors d'eau, hors d'air. C'est-à-dire que nous sommes en cours de réalisation de menuiserie extérieure de la façade. Donc voilà pour ce qui est du lot A et du lot C. Et le démarrage des travaux de l'AMT, ça sera plutôt... L'AMT, c'est toi. Oui. Merci à vous tous. Si vous avez des questions, je vous écoute. Oui, c'est des logements privés qui ont été vendus sur plan à des acquéreurs privés qui ont acheté sur plan et qui attendent d'être livrés. Vous avez tout vendu ? Pas encore. Il reste quelques lots sur le lot A, celui de gauche. Juste pour info, c'est combien de mètres carrés ? En moyenne, ça peut arriver jusqu'à 14 000 € en moyenne, mais ça dépend de la typologie. Un T3 au mètre carré coûte beaucoup moins cher qu'un T2, par exemple. C'est-à-dire 13 500 ? Oui, ça peut descendre jusque-là. Ouais. Non, mais honnêtement, on est en train de pratiquer ces prix-là en ce moment parce qu'en fait, il nous reste quelques lots, ce qu'on appelle en stock, parce que le bâtiment, il est en gros œuvre et ils n'ont pas été vendus. Donc, le prix du mètre carré est lissé sur l'ensemble des lots selon la typologie. Mais en moyenne, c'est 14 000 € le mètre carré en moyenne. Après, c'est un programme qui est RT 2012 moins 20% avec des bornes de recharge pour des véhicules électriques dans les places en sous-sol, avec des prestations assez haut de gamme. Et puis, on essaie de faire au mieux pour livrer des bâtiments de qualité, quoi. S'il y a des clients dans la salle, il fera des enchères à la fin. Bonsoir, donc moi je suis Alfred Joseph de l'association Tous les parents du 15, donc une fédération de parents d'élèves qui représentons un peu plus de 1200 familles dans le quartier, donc des établissements Saint-Lambert, Théodore Deck,
mais également Frédéric Mistral, donc la crèche qui est au bout de la rue Théodore Deck. Donc moi j'avais une question concernant la sécurisation du chantier. Donc comme vous le savez, donc on a 1 millier de parents là qui circulent sur Croix-Nivert et qui viennent jusque dans ces établissements. Heureusement que la mairie nous soutient en sécurisant les traversées piétons. Mais nous, on est assez stressés par rapport aux camions qui rentrent et qui sortent, par rapport au trottoir donc, de la rue Théodore Deck qui va jusqu'à Frédéric Mistral, sur lequel sont souvent stationnés des camions de chantier et qui forcent les parents avec leurs poussettes à aller sur la route pour se rendre à la crèche. Donc voilà, par rapport à ces différents sujets sur lesquels on a alerté depuis plusieurs années, puisque le chantier date déjà depuis plusieurs années, on n'a rien vu de concret en termes de sécurisation du site, à part le personnel de la mairie qui vient sécuriser le passage piéton, mais tout le reste du chantier n'a aucune sécurité pour les familles du quartier. Et je répète, vous avez une densité ici de familles qui est hyper importante, et en plus des familles qui vont arriver par les logements que vous venez de construire. Donc est-ce que vous avez une réponse pour rassurer les familles du 15e et notamment les familles de ce quartier? Alors je vais prendre la question parce que la voie nouvelle d'ouverture était sous notre maîtrise d'ouvrage. Concernant le chantier, avant, donc cette zone cette voie qui était notre voie de chantier était fermée avec 2 portails. Nous avions rajouté des hommes trafic, donc vous pouvez les voir, il y en a toujours encore 2 à l'entrée de la Villa Lecourbe. Maintenant, on a délocalisé ceux qui se trouvaient à l'entrée Théodore Deck, à la sortie Théodore Deck, vu que ce n'est plus une sortie ils sont relocalisés sur les chantiers. Mais pendant très longtemps, donc, nous avions un renforcement aux heures d'entrée et de sortie, enfin aux heures du matin scolaire, qui était suite à une discussion avec les services, avec les riverains, avec les services de la mairie, qui était l'heure la plus critique, celle où les enfants vont à l'école. Donc on avait renforcé nos hommes trafic à ce moment-là. Aujourd'hui, donc depuis mars, l'organisation a changé. Vu que la rue est ouverte, nous avons des riverains, donc ils doivent pouvoir accéder à leur logement. Donc nous avons ouvert cette voirie. Nous déplorons et nous mettons très souvent nos entreprises quand on retrouve donc leurs camions garés au mauvais endroit, nous les faisons partir du mieux que nous pouvons avec un logisticien. Il y a une cellule logistique qui se trouve au 295 rue Lecourbe, qui est là de 8h30, ce logisticien, jusqu'à 16h30, il me semble, qui est là et qui nous aide à faire déjà évacuer les camions, qui sont des camions de livraison. Par contre, nous trouvons aussi des véhicules, parce que certaines personnes, comme il se peut à Paris, voient un trottoir un peu plus large et malheureusement décident de s'y garer. Nous remercions les pouvoirs de la police qui nous aident à réguler ce flux et donc à mettre en place la bonne utilisation de cette voie qui est encore toute neuve. Et vous avez pu voir de manière temporaire, mais nous les rajoutons progressivement, des panneaux pour, je vais dire, éduquer les nouveaux usagers de cette voie à ralentir, à prendre conscience qu'il y a une crèche. Nous avons respecté les demandes qui sont de mettre les croix de Saint-André pour protéger l'accès de la crèche. Ce sera la même chose de l'autre côté quand la petite enfance sera réalisée. Et nous avons mis de nombreux panneaux qui sont en cours de finalisation. Donc pour l'instant, ce sont des panneaux provisoires qui seront améliorés pour ralentir. Le tournant, si vous le voyez, est assez étroit pour forcer ce ralentissement des camions et des voitures. Et nous rajoutons progressivement pour améliorer des éléments pour voir quand est-ce que les gens seront habitués à cette voie. Et on rajoute. On était aux normes et on rajoute en plus. Parce qu'en effet, certains usagers sont allés trop vite dans cette voie. Mais une nouvelle voie, c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Au niveau du tournant que vous évoquez, justement, le trottoir est large et les camions se garent justement là, ce qui force les familles à, justement, au niveau de ce tournant, à aller sur la chaussée. Donc, ce qui rajoute
du risque sur un virage. Enfin bon, je note tous les points voilà, que vous avez cités. donc, Après, nous, on constate au quotidien, peut-être qu'il y a en effet une cellule de logisticiens, en effet, qui est censée déplacer les camions, mais ils sont là. Enfin, non, ils ne peuvent pas les déplacer. Non, ils vont chercher les intervenants pour pouvoir les déplacer. Ils n'ont pas ce pouvoir-là, ou sinon c'est des intervenants qui sont sur le chantier. Enfin, je veux dire, il y a pas. Enfin, c'est des camions de chantier en fait. Hein, donc. Oui, donc nous allons chercher les intervenants sur le chantier pour pouvoir les déplacer, parce qu'il n'y a personne qui légalement ait le droit de pouvoir prendre ce véhicule. Et le pouvoir de police, qu'on remercie, nous aide en mettant des contraventions. Et pour l'instant, on lutte pour ces éléments-ci. On a rajouté des chaînettes pour pas que ce soit utilisé. Donc ce grand tournant qui... Voilà. On rajoute. Bon. Merci. Oui. Juste, on parle bien du tournant Croix-Nivert-Théodore-Deck ou Le Courbe, Villa-le-Courbe. Le tournant qui est juste sur le virage. Croix-Nivert-Théodore-Deck. Ok. Le virage qui est juste sur Théodore-Deck, le tournant. Ah, le nouveau virage. Ok. Oui, c'est juste après la crèche. Juste après la crèche. Ok. Et les camionnettes sont garées. Parce que le trottoir est large. De mon côté, pour ma maîtrise d'ouvrage LOA, j'y suis chaque mardi matin et mercredi, et je rappelle qu'il faut qu'il fluidifie le passage. Il y a un logisticien aussi, et il y a une adresse contact@ateliervaugirard.fr, Sylvie. S'il y a le moindre dépassement, moi je reçois des mails de riverains et j'appelle tout de suite. On est très vigilant pour nos camions, notre maîtrise d'ouvrage. Après, on est ensemble, donc on ne peut jamais savoir quel camion est en train d'avoir ce genre de pratique, mais on est... Ouais. Commune à nous tous, oui. Et on est en contact continu RATP ICADEMRICH via cette adresse contact@ateliervaugirard.fr. C'est des conducteurs de camions, ce ne sont pas des compagnons ni des responsables de chantier. Donc, parce que vous avez évoqué justement les hommes de chantier qui étaient là jusqu'en mars. L'idée serait peut-être de les maintenir ou de les réactiver, ce qui permettrait justement aux camions qui se gardent... de leur dire immédiatement d'aller se garer ailleurs. En fait. La logistique totale, c'est la RATP, donc je passe la parole à Tiffany. Alors je ne sais répondre. pas qui, mais en tous les cas, ça me semble efficace d'avoir quelqu'un sur le terrain au moment où les camions se garent. Nous, pour le LOA et le LOC, si tu permets, après je te donne la parole, le logisticien est là jusqu'à la fin du chantier. C'est lui logistique pour nous de l'eau. Et la logistique totale, globale, je laisse Tiffany répondre. D'une manière générale, les points que nous avons présentés, de toute façon, compte tenu des éléments que vous nous rapportez, ça se traduit pour nous, il faut qu'on améliore. Voilà. Oui. Là, on vous apporte des éléments, le message, mais le fait qu'on puisse échanger, ce qui est certain, c'est que les vendredis matins, nous avons une réunion pour faire un bilan, et ces points-là également, il faudra qu'on le complète. Oui. Hein, on est bien d'accord. Ça ne nous satisfait pas non plus. À rencontrer le fameux logisticien et lui demander d'être présent sur le terrain au moment, dans les créneaux horaires qui sont critiques pour nous. Très bien. Oui, juste une remarque. Je voulais dire quelque chose, mais par rapport au tournant, c'est peut-être un peu bête, mais pourquoi on ne met pas carrément des potelets à ce moment-là? Parce que là, au moins, on est sûr qu'il n'y a pas besoin d'un homme trafic, il n'y a pas besoin... le potelet, en général, la voiture, elle ne se risque pas, ni le camion. Donc, et puis c'est jour et nuit au moins. Donc pourquoi pas prendre une solution toute simple qui ne doit pas coûter trop cher quand même? Donc mettre des potelets. Mais je voulais faire une autre remarque, c'était sur le mur rue des Nouettes. Avant, il y avait un mur tout le long justement de la RATP. Est-ce que la nouvelle façade, ça va être encore un mur? Et c'est pas très agréable en tant que piéton quand vous avez toute une rue où il y a un mur. C'est ce qui se passe du côté de la rue Blomet avec la clinique. Mais du côté de Saint-Jean-de-Dieu a retiré son mur et maintenant on voit les grilles. Donc là, est-ce que vous allez remettre votre mur ou est-ce que ça va être autre chose? Et si vous remettez, est-ce que ça peut être un petit peu plus... un peu à l'intérieur, enfin je veux dire un petit peu déplacé pour que le trottoir soit élargi, parce que c'est l'endroit où le trottoir est particulièrement étroit et ça pose toujours un problème aux PMR quand ils sortent de Sainte-Germaine et pour les piétons du quartier bien sûr. Hein. Alors je suis confuse, je suis pas sûre de comprendre, je me lève juste pour voir si j'ai bien compris de quelle zone de quel rue mur des Nouettes. De la rue des Nouettes. Oui, tout à fait, la rue des Nouettes. Avant il y avait un grand mur, il y a encore un morceau de mur là.
Je pense que c'est pour l'AMT. Donc, vous allez remettre un mur ou ça va être ouvert? C'est celui-ci? Oui, c'est le mur voilà, qui juxtapose un peu Sainte-Germaine. C'est dans le prolongement, en fait. Ouais. Prolongement de Sainte-Germaine. Prolongement de Sainte-Germaine, tout à fait. L'AMT, ce que vous voyez comme l'AMT, je ne sais pas si on a une photo de l'AMT. Voilà, il y aura, je ne sais pas s'il y a une photo du projet futur de l'AMT. Global. Oula, pardon. Ici, on ne verra pas. Voilà, ce sera un mur. Ah, c'est encore un mur alors. Bah, en fait, que le bâtiment qui... Alors, je suis désolée parce que c'est plus l'AMT, mais le bâtiment qui existe aujourd'hui ici sera très similaire dans son ouverture sur la voie. Il sera extrêmement similaire. Excusez-moi, alors, j'ai pas compris la question. Très bien compris. Qu'est-ce que vous souhaitez à la place d'un mur? J'ai pas très bien compris. Des grilles ou quelque chose, mais pas un mur. Parce que là, c'est un atelier de maintenance, donc il faut que ça soit fermé, bien entendu. Tout le long de Sainte-Germaine jusqu'à la Croix-Niver, c'est ça que vous voulez dire? Aujourd'hui, c'est un atelier de maintenance, il faut que ça soit fermé pour des questions, bien entendu, de sécurité. Demain, ça sera la même chose, c'est un atelier qui sera là, donc il faut qu'il soit clos. Je ne comprends pas très bien. Qu'est-ce qu'on peut proposer à la place d'un mur? C'est ça que je ne comprends pas. Oui, peut-être autre chose, de la végétation, un peu de grille, enfin pas forcément un mur de Sainte-Germaine. Le végétaliser ou mettre à ce moment-là de la peinture ou des choses comme ça, c'est ça, l'habiller? Je pensais plutôt en retrait pour pouvoir élargir le trottoir. Hein, voilà, élargir le trottoir de ce côté-là. Parce que le trottoir est terriblement étroit à ce niveau-là. Vous parlez de cette zone-là, ici? Je parle dans le prolongement de la Fondation Sainte-Germaine. La fondation est ici. Voilà. Et quand vous allez vers la Croix-Niver, vers la rue de la Croix-Niver. Donc effectivement, il y aura la façade de l'atelier de maintenance des trains ici. Là, on a un nouveau hall de maintenance ici qu'on est en train de créer. Et vous pouvez voir aujourd'hui, il y a une photo qu'on a montrée tout à l'heure, mais les murs sont érigés aujourd'hui. On imagine la hauteur future du site. Voilà. Là, on voit le mur. Et la hauteur maximale qui sera celle-ci. Voilà, c'est les prémurs du hall de maintenance. Donc, il continue à avancer comme ça. Et ça va aller effectivement jusqu'à la rue des Nouettes. On a besoin de toute cette surface pour pouvoir créer une voie de maintenance. Ici, il y a un train qui va rentrer. Les trains font 76 mètres de longueur. Et on a besoin de cette longueur pour pouvoir l'installer et faire la maintenance dessus. Donc oui, on va jusqu'au bord de la rue des Nouettes et le trottoir n'est pas agrandi par rapport à celui que vous avez connu avant le démarrage des travaux. Voilà. Donc on ne gagne rien, le piéton et le PMR ne gagnent rien du tout en superficie sur la voirie, quoi, en fait. La largeur du trottoir n'est pas sera toujours aussi étroit. N'est pas augmentée. On n'a pas pu faire autrement. On a même du mal à faire rentrer le train. Ça rentre tout juste. Parce que le matériel a augmenté en longueur. Le site a été construit en 1910, il est centenaire, il était fait pour l'ancien matériel. Et aujourd'hui, on a des voitures qui sont plus longues et des réglementations qui sont plus exigeantes en termes de distance de sécurité par rapport aux fins de voie. Ce qui fait qu'on se retrouve vraiment en limite et on n'avait aucune possibilité, pourtant on a beaucoup étudié ce sujet, de se mettre en retrait de la rue. Donc le périmètre foncier de l'atelier de maintenance des trains est le même que celui que vous connaissez aujourd'hui. Voilà, si c'est la question. Et donc là, vous avez deux photos des travaux. Donc là, c'était les fondations, les pieux du futur hall de maintenance renforcé, avec le système de dépose-bogies au défilé. Donc le train rentre, on descend les roues, on les sort et on va faire... la maintenance de tout cet ensemble qu'on appelle le bogie. Donc c'est dans cette zone-là. Ici, c'est le tunnel d'arrivée des trains de la ligne 12 qui ne bouge pas. Il était impossible de le modifier. C'est trop compliqué. Il aurait fallu refaire tout. Et on n'avait de toute façon pas assez de distance sur le site de Vaugirard. Et puis après, vous connaissez le hall existant qui sera refait en étapes 2 et 3 successivement. Le calendrier, donc... pour la partie... Pour la partie étape 2, donc l'atelier de maintenance des trains, donc on a terminé les travaux préparatoires.
La construction de l'atelier de maintenance des trains, donc hall de maintenance renforcé, c'est ce que je viens de vous montrer en termes de photos de chantier. Donc ça a commencé, ça se terminera en 2024 à l'été. Et puis après, on enchaîne avec les étapes 2 et 3 successivement. Et à partir de 2026, la construction du LOD qui vient en superposition d'une des zones de l'atelier de maintenance des trains. Pour poursuivre cet échange, nous proposons régulièrement des visites de ces deux ateliers. Alors, ce sont des visites généralement donc sur inscription, plutôt le vendredi en fin d'après-midi. Ça vous permettrait de voir à ce moment-là les deux ateliers, la voie nouvelle. Alors, nous avons un site qui vous permet à ce moment-là de prendre des informations, les ateliers vaugirard@ratp.fr. En parallèle également, nous menons depuis plusieurs années des comités de suivi, des comités de suivi riverains, et puis également des comités de suivi spécifiques, par exemple pour RIVP. Et demain, nous lançons un troisième comité de suivi pour les 104 locataires qui se sont installés sur la rue Théodore Deck. Nous avons également la parution de journaux. Le dernier était de février 2023. Le prochain est prévu cet été. Vous avez peut-être aussi reçu, si vous êtes à côté de ce chantier, nous adressons régulièrement des flash infos qui concernent en fait des interventions exceptionnelles, des points qui nous semblent importants que vous puissiez avoir. Normalement, ces travaux là-dessus se font en journée, mais par rapport à des livraisons exceptionnelles ou par rapport des fois des interventions en nuit parce que on ne peut pas le faire avec les trains. Vous avez vu que l'exploitation est toujours présente. Donc, c'est 16 flash infos qui sont envoyés. Peut-être l'avez-vous également déjà rencontré. Nous avons mis en place une personne qui est dédiée au projet, qui est une chargée d'information de proximité, Isabelle Argan également, qui est aussi joignable par téléphone et sur le site. C'est elle que vous pouvez avoir si vous nous adressez un signalement, une question. Si vous laissez votre numéro de téléphone, elle vous recontacte également, ou votre adresse mail, bien entendu, on le fait comme ça. Et c'est aussi elle qui organise les visites des ateliers. Nous avons également une page web également en parallèle. Nous avons aussi mis en place une mission bruit. Alors cette mission bruit est là pour surveiller l'activité du chantier, notamment sur un certain nombre de périodes bien identifiées. Concrètement aussi, nous avons un agent qui est là sur le terrain, qui alerte les encadrants en cas de manquement aux engagements qui ne seraient pas respectés. Je pense à des travaux, par exemple, normalement, qui sont non bruyants à l'intérieur, qui nous ont été présentés comme ça. Et en fait, si on peut avoir des bruits de comportement, et dans ces cas-là, à ce moment-là, cet encadrant qui est présent sur place est arrivé un samedi. Il n'y avait pas ce respect, donc on a fait interrompre ces travaux sur ce samedi. Normalement, ils étaient non bruyants à l'intérieur. Il est à même de pouvoir faire cesser toutes les activités non conformes. Et puis, vous avez peut-être pu le voir également sur les derniers flash infos. Nous précisons cet encadrant, nous indiquons même son numéro de téléphone, parce que si ça a lieu, ce sont des événements exceptionnels et qui ont lieu le soir ou le samedi, eh bien, vous n'allez pas forcément avoir Isabelle Argan, la chargée d'information de proximité. Par contre, vous allez téléphoner sur le portable de cette personne et à ce moment-là, par rapport aux éléments que vous avez indiqués, lui pourra se faire cesser s'il y a besoin. Voilà, et encore une fois, on serait ravis de vous avoir pour vous faire visiter les ateliers Vaugirard. On est là pour répondre à vos questions. Oui, moi je voulais revenir sur le problème de stationnement. En fait, je me demande, quand il y a un chantier, les entreprises qui viennent travailler sur le chantier, est-ce qu'il y a des places dédiées pour qu'ils puissent venir avec leur matériel, leur camionnette et tout ça, ou c'est à eux de se débrouiller pour trouver des places dans le quartier ? Alors, je pense que c'est pareil sur nos 3 chantiers. Il n'est pas autorisé de stationner sur les chantiers. Donc, ils doivent stationner comme une personne normale, trouver une place de parking et donc avoir un parking. Non. Après, si c'est des camionnettes de livraison de matériel, un plombier, il a un quai de déchargement dédié. C'est ce qu'on appelle un quai de déchargement qui ne peut pas y rester. Ah non, le quai de déchargement est propre au chantier.
Il n'est pas où, c'est plus du domaine public, ce n'est plus de la chaussée. Il est dans le chantier, vous le voyez pas, il est derrière la palissade. Donc on a des quais de déchargement dédiés pour la livraison, hein, Tiffaine. C'est bien, mais si après c'est eux qui doivent poser le matériel, etc., il faut qu'ils cherchent une place. Ah oui, bien sûr. Non, il faut qu'ils se garent. Et c'est pour ça que ils cherchent à proximité, on les comprend. Et c'est peut-être là la difficulté, parce que ils galèrent, comme tout le monde, à trouver de la place, non. Je sais pas. Si je peux intervenir, je ne suis absolument pas d'accord avec ce qui vient de se dire. D'abord, je voudrais quand même féliciter les RATP et puis les entreprises pour la bonne tenue du chantier de façon générale. C'est un chantier considérable depuis plusieurs années qui amène assez peu de récriminations des riverains. Il y a des sujets comme vient de le dire Fred, de l'association des parents du 15e et autres, mais c'est un chantier qui est remarquablement bien tenu. Je le dis parce qu'il y a quand même une quantité assez impressionnante de chantiers à gérer dans le 15e. Celui-ci, qui est très important, pose assez peu de difficultés. Cela étant, moi, d'abord, lorsque nous étudions des chantiers de cette envergure, il y a des chartes, des règlements, évidemment, pour les horaires de livraison déjà, et puis les horaires de chantier, l'arrivée des camions, etc. Mais ce qu'on demande sur les chantiers d'une certaine importance, c'est que les gros camions, je ne parle pas des camionnettes qui viennent apporter les plombiers, je ne sais quoi, mais que les camions soient l'objet d'une organisation logistique qui fait que ces camions, on le fait sur un certain nombre de chantiers, quand ils doivent arriver et on sait qu'ils ne peuvent pas stationner, que tout ceci se fasse directement par liaison directe entre les responsables du chantier, la société ou le conducteur du camion, de façon à ce que ces camions arrivent à telle heure, se stationnent à tel endroit pour un certain temps, repartent, etc. et qu'ensuite un autre camion arrive. Alors, moi, c'est ce qu'on demande dans les chartes qu'on signe en général avec les gros opérateurs. Donc, je ne sais pas si c'est le cas précisément dans votre affaire, mais les camions ne viennent pas comme ça, n'importe comment, tout à coup 10 camions qui arrivent ou 0 pendant 3 jours. Enfin, c'est pas comme ça que ça se passe. Enfin, j'ose l'espérer. En tout cas, moi, je n'ai jamais eu de plainte concernant les stationnements de camions sur ce site. En effet, donc les camions doivent prendre un créneau horaire sur une plateforme gérée par notre cellule logistique. On a donc plusieurs quais de déchargement vu que nous avons plusieurs sites et il ne peut pas y avoir 2 camions en même temps sur la même heure. Le problème se pose avec les petites camionnettes avec les camionnettes que vous voyez, parce que les camionnettes prennent donc leur créneau, déchargent, repartent, mais ce sont les camionnettes de la personne qui intervient et qui ne respecte pas ce qu'on demanderait, comme on le demande à toute personne vivant à Paris, ne se gare pas proprement, se gare en infraction. Donc, quand le nom de l'entreprise est marqué sur le camion, nous allons rechercher cette entreprise et leur demandons, faisons de notre mieux pour que cette entreprise comprenne et que la camionnette aille se garer. Mais ces camionnettes ne peuvent pas stationner sur les chantiers. Il faut qu'elles se garent comme si on allait travailler. On se gare à côté de son emploi. Mais les camions ont des horaires de livraison et sont gérés par les logisticiens pour ne pas embouteiller et faire une queue dans la rue Théodore Deck. Moi, je parlais là globalement parce que on voit ça tout le temps près des chantiers, hein, même partout. Et est-ce qu'il ne serait pas envisageable de prévoir pour la construction qu'il y ait des places réservées dans des parkings de proximité pour pas qu'ils se garent n'importe où puisqu'ils ont des places. Voilà, c'est ça. Après, je ne sais pas concrètement comment ça peut s'organiser. Hein, mais on comprend ces artisans ou autres professionnels. Ils n'ont pas envie de passer 3 ans, ils se mettent à côté parce que c'est le plus simple, même si ça gêne tout le monde. Et voilà, et donc je me dis, pour améliorer les choses, il faut trouver des solutions. Juste pour le LOA, à part les plateformes qu'évoquait Monsieur le maire pour les camions du type Trafman ou autre, où c'est très bien organisé, on sait à quel jour il y a quel arrivage d'un semi-remorque, tel camion, c'est pour les travaux de grosses œuvres. Les artisans, enfin, c'est pas des artisans, c'est quand même des grandes sociétés de plomberie. Il n'y a que les plombiers et les électriciens qui arrivent en camionnette.
Et pour le LOA et l'OC, nous avons mis un logisticien qui fait ce qu'on appelle de l'ordonnancement, pilotage, coordination. Il est là de 8h à 17h. Et s'il y a une camionnette qui arrive pour approvisionner des choses qui ne sont pas sur la plateforme Trafman, parce que ce sont des équipements qui n'ont pas besoin d'être signalés, à part s'ils coïncident avec des camions et des semi-remorques, ils coordonnent leur livraison et leur départ du quai de déchargement. Ça, c'est pour le LOA et l'OC. Après, je ne sais pas ce que vous voyez comme camionnette, mais moi, je vous réponds juste la mesure qu'on a essayé de prendre pour le logisticien. C'est une mission en plus qui n'est pas une entreprise, si vous voulez, qu'on a pris pour... c'est un peu le référent de tout ce beau monde, qui soit inscrit sur plateforme ou pas. Donc, son nom le numéro est affiché clairement sur le chantier, justement pour les riverains, que ce soit pour nuisance ou stationnement gênant ou autre. C'est une première solution qu'on a essayé de trouver. Alors, l'espace public à Paris est très rare. Donc, et vous savez que la ville a le projet de supprimer 60 000 places de stationnement. Et donc, il y en a déjà plusieurs milliers qui ont été supprimées dans le CAM. Donc, on ne va pas aller vers la facilité pour trouver des places de stationnement temporaires pour des camionnettes, des camions, etc. Ça, il ne faut pas y compter. C'est comme ça, on est dans Paris, quoi. Donc, ça, on n'y arrive pas. Bien sûr, ce serait idéal. Alors, le parc des expositions fait ça. Ils ont une sorte d'aire de stationnement de camions de livraison quand il y a des grands salons qui est près de l'héliport. Voilà. Comment ? Si j'ai bien compris, au dernier conseil de quartier, ça va être supprimé. Alors, cette en plus, aire. ça nous pose un problème, bien sûr, exactement, puisque on veut récupérer ce terrain pour végétaliser, équipements sportifs, etc. Mais ça va poser un problème, bien sûr, parce que là aussi, ça fonctionne avec des informaticiens, avec des tableaux, etc., pour l'arrivée des camions. Mais quand il y en a énormément sur le parc des expositions, ça permet d'en garer quelques dizaines sur ce site. En attendant, et là, ça va être... oui, je sais, c'est une demande du parc, d'ailleurs, de maintenir un espace, mais c'est incompatible avec l'aménagement urbain, quoi. C'est ça. Comment ? Il faut faire une colline au-dessus, ça augmente l'espace vert et ça garde la place pour le stationnement. Exactement. Sur l'étage. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'ouvrir une voie, mais c'est très compliqué pour un tas de raisons juridiques, techniques, une voie d'accès directement du périphérique pour les camions, ce qui serait quand même l'idéal, hein, dans le parc, qu'ils n'aient pas à sortir du périph', remonter le boulevard extérieur, enfin bon. Donc on est plutôt là-dessus, surtout qu'il y a de la place à l'intérieur du parc. Et puis c'est leur problème, hein, on ne va pas leur offrir du terrain comme ça pour garer leurs camions. Hein. Mais c'est une gêne. Il y a certains salons qui sont catastrophiques pour la circulation sur le boulevard extérieur. On a des dizaines de camions. Il y en a même un, vous avez bien vu récemment, je ne sais plus sur quel salon, qui ne voulait pas attendre dans la file sur le boulevard extérieur et qui est monté sur le rail du tramway. Un camion de 30 tonnes quand même. Donc du coup, il est resté embourbé. Le tramway a été interrompu pendant une journée. Il a fallu amener une grue un samedi, oui, vous en souvenez. Et donc, c'était chez vous. Oui, la RATP a été impactée au premier chef, d'ailleurs. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Bon, enfin, voilà, donc c'est compliqué, le parc d'exposition. Et oui, je ne sais plus quel salon c'était, mais bon, bref, enfin, en tout cas, voilà. Le salon du bâtiment, c'est possible, c'est perturbant. Bon, enfin, oui, vous avez raison sur le fond, mais bon, on n'a pas trouvé de solution encore là-dessus. Sur l'instant, c'est un projet qui nous satisfait, sur lequel, alors je dois rendre hommage à la RATP, hein, parce que il y a eu beaucoup de travail de concertation en amont. Le projet a énormément évolué. Au départ, c'était plutôt mal parti, comme toujours avec les riverains, quand il y a des opérations de cette importance. Et puis ensuite, le projet a été considérablement amélioré et modifié, parce que la RATP, à l'époque, il y a eu vraiment la volonté de faire une concertation très approfondie et fine avec les riverains, les syndics, chaque immeuble, etc., pour arriver à un projet qui est assez considérable quand même, hein, et qui nous a pas posé beaucoup de problèmes. Et surtout qui permet de changer en quelque sorte, d'une certaine façon, l'affectation d'une zone industrielle en plein 15e, qui n'est pas terrible. Moi, j'ai habité là, alors j'avais la vue sur les métros. Bon, c'est moyen comme vue, même si on a une vue assez dégagée.
en une zone résidentielle, quoi, avec un nouveau quartier, des commerces, un théâtre qui va être, j'espère, amélioré. On a encore quelques petits problèmes. Par exemple, le restaurant qui fait l'angle avec la rue Croix-Nivert n'est pas content du tout, je le rappelle. Non, mais je le redis, parce qu'il se plaint beaucoup. Enfin bon, ça c'est un sujet comme un autre. Mais sinon, oui, c'est un beau projet qui permet d'avoir un embellissement du quartier avec aussi, comme vous l'avez dit, l'agriculture urbaine, une voie nouvelle, etc. Et puis des logements pour les personnels de la RATP, d'une part pour le logement social, et puis pour le logement privé, voilà, un apport de familles de classe moyenne. Je dirais moyenne supérieure, vu les prix, supérieure, mais bon, qui est importante aussi pour la physionomie du quartier. Et les commerces en rez-de-chaussée, bien sûr. Non, c'est une opération assez bien équilibrée, bon, qui est longue, évidemment, vu son envergure, mais... En plus, en prime. 2028. Donc, c'est formidable. Oui, bien sûr. Oui. C'est pas moi qui... Oui, et moi je voudrais ajouter sur notamment le logement social que ça a été quand même un grand plaisir quand pendant 2 commissions d'attribution de logement, on a un certain nombre de logements sociaux qui arrivent, du neuf, et qu'on peut répondre, je veux dire, à toutes ces attentes. Alors ça ne répond pas à toutes les attentes, mais en tout cas ça y participe. Mais moi je peux vous dire qu'en commission d'attribution de logement, ça nous fait bien plaisir, et y compris que ça soit dans ces conditions que ça soit fait. Merci. D'autres questions? Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Donc, il me reste à faire un bilan de la mandature. De 2020 à 2023. Ouais. Alors, je suis désolé, j'ai oublié mes lunettes. Donc ça va pas être toujours très simple, mais... Ouais, le PDF, ça devrait être bon. Bon, ça va, ça va, je vais arriver à lire. Donc, je vais juste faire un petit rappel de la composition des membres constituant le conseil de quartier, et puis après évoquer les actions du conseil les essentielles actions du conseil de quartier avec voilà, et puis après je ferai une petite conclusion, puis s'il y a des questions, vous me le direz. Donc en fait, la composition des membres du conseil de quartier, c'est 4 élus titulaires et 4 élus suppléants. C'est 12 habitants titulaires, 6 hommes, 6 femmes, et 12 habitants suppléants. Et après, il y a 4 associations. Alors je peux les évoquer, je peux les lister si vous voulez. Il y a Mon Handicap à moi, Tous les parents du 15, Attaque Paris 15, La Bonne Équipe. Et puis après, il y a les 4 personnes qualifiées qui sont la directrice du parc des expositions Porte de Versailles, le centre d'animation des Frères Voisins, l'association Défense Square Clos-Feuquière et puis l'hôpital de Vaugirard. Et Corentin Selton. Voilà. Donc, pour ce qui concerne les élections des habitants, en fait, c'est... ils sont d'abord tirés au sort, et puis après, donc il y a
12 titulaires et 12 suppléants. Et ensuite, il y a une élection du président en fonction des titulaires. Voilà. Ce que je peux dire là-dessus. Donc après, les actions du conseil de quartier. C'est les grosses actions, on va dire. Donc il y a l'organisation du conseil de quartier qui permet de partager et diffuser l'information avec les habitants du quartier et de recueillir leurs sentiments par rapport aux projets qu'ils ont présentés. Donc il y a une réunion, comment ça se passe? Il y a une réunion préparatoire avec les membres du conseil de quartier qui élabore un projet d'ordre du jour, entre guillemets, avec bien évidemment l'appui de la mairie du 15e et de Madame Parizet notamment. Et puis après, on diffuse les flyers, on fait des affiches et puis on assiste au conseil de quartier. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme action? Il y a, notamment pour ce qui nous concerne, on a désigné un référent sécurité qui était Madame Manuela Seguno pour remonter les différents problèmes qu'il peut y avoir au niveau de la sécurité du quartier et le remonter au niveau de la mairie. Après, on a fait des visites de sites et des marches exploratoires. On a visité l'atelier de Vaugirard, on a visité l'hôpital de Vaugirard. Et enfin, on a 2 budgets qui nous sont alloués, un budget d'investissement et puis un budget de fonctionnement. Voilà. Bon, après, je me suis amusé à remettre tous les ordres du jour qui ont eu lieu, puisqu'en fait, il y a eu 7 conseils de quartier, dont un en semi-présentiel à cause du Covid, un deuxième en distanciel, de mémoire, et les autres en présentiel, si je me rappelle bien. Donc vous voyez les différents sujets. Je ne vais pas tous les lister, je pense que ça n'a pas de grand intérêt, mais donc il y a la réforme du PLU, le Trilib. Le Trilib, c'est un système de containers pour récupérer les déchets qu'on a eu l'occasion de proposer des emplacements en concertation avec les différents membres du conseil de quartier. Ça fait d'ailleurs l'objet d'une marche exploratoire. Après, il y a eu... je ne sais pas si... Je ne sais pas combien de temps j'ai. J'ai le temps. Ah oui, tu as le temps, mais vas-y. Ouais. Il reste une demi-heure. Ouais, ça va. C'est pas la peine de prendre une demi-heure. On a eu en moment fort aussi l'espace de coworking de la gare de Vaugirard. C'était la présentation de la gare de Vaugirard qui a été transformée en espace de coworking. On a eu la présentation de l'appel à projet pour les voûtes de la Petite Ceinture. On a eu évidemment l'intervention concernant une sécurité et la prévention par les services de la police. On a eu une actualité du parc des expositions et des projets de Vie Paris. On a eu une réunion dédiée à la Tour Triangle, qui s'est fait d'ailleurs avec les 2 conseils de quartier, c'est-à-dire le quartier Vaugirard, parc des expositions, et Georges Brassens. On a eu la présentation de l'association Aurore, qui est 127 rue Blomet, qui a été une occasion d'échange avec les riverains aussi. On a eu la présentation du projet Paris Habitat. C'est un immeuble qui est en cours de chantier. Une information sur le PLU. On a eu la présentation de l'hôpital de Vaugirard. On a eu une intervention aussi sur la concertation du projet de l'Aqua Boulevard, qui est vraiment très intéressant. C'est un gros projet. Et aussi sur le réaménagement et l'extension du parc Suzanne Langlaine. Et une présentation aussi au niveau du lycée autogéré de Paris. Voilà. Ça, donc on a eu 7 conseils de quartier.
Autre activité, c'est l'organisation des fêtes de quartier. Donc on va attaquer notre 3e, on en a fait déjà 2. Donc le samedi 9 octobre, c'était notre quartier à plein d'incroyables talents, qui c'était sur la petite ceinture. C'était une belle réussite, je pense. J'aurai quelques photos à vous montrer après, mais on a eu ensuite au parc du Clos Fauquières Moyen-Âge Gérard Enchanté, qui était aussi une belle réussite, avec la forte participation notamment de tous les parents du 15, plus évidemment tous les membres du conseil de quartier. Et enfin, on s'attelle à la fête de quartier qui aura lieu le 24 juin à l'hôpital de Vaugirard, enfin au jardin de l'hôpital de Vaugirard, pardon, où là, ça sera les Olympiades du quartier Vaugirard. Et jamais 203, donc ça sera forcément un succès aussi. On espère. On espère votre présence, en tout cas. Voilà, donc là, on illustre un tout petit peu les photos. Ça, c'est essentiellement les fêtes du quartier, oui. Donc à gauche, la première à gauche, c'est la petite ceinture où on voit qu'il y a quand même un peu de monde. C'était au niveau de la voie 15, voilà. Pardon, j'avais du mal à retrouver le nom. Et puis les 3 de droite, c'était plus au Clos Fauquières. Donc on avait loué un chapiteau gonflable, on avait pas mal d'activités. Je pense que, je ne sais pas s'il y en a qui étaient là, mais qui étaient présents dans le public. Mais c'était bien sympa. Voilà donc après, oui, et à ne pas oublier aussi, on a eu on a mis en place une exposition permanente des espèces emblématiques de la flore présente sur la petite ceinture. Ça, c'était grâce au budget d'investissement du conseil de quartier. On a pu, on a élaboré avec l'ensemble des membres du conseil de quartier et sous la coupe de Marie-Thérèse Lehoucq, qui est ici présente. Donc, comment on a fait? On a pris des photos. Elle a pris des photos. On a sélectionné tous ensemble les principales qui nous semblaient les plus intéressantes, et puis après on a défini le support, et puis on l'a fait mettre en place. Donc là on doit avoir quelques photos qui illustrent. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous balader sur la petite ceinture, mais c'est des belles photos. Moi, je suis intéressée pour ça. Qu'est-ce que vous en pensez de ces photos, effectivement? Pour le moment, ça tient bien, parce qu'elles sont installées depuis maintenant... ça bouge pas. Non, ça bouge pas. Ouais, ça bouge pas. Ah, non. On n'a pas eu de problème, pas de tag. Ouais, elles sont anti-tag, ouais. C'est fait pour, normalement. Donc, En tout cas, c'est fait pour, et c'est pour illustrer la biodiversité, en fait, et c'est en fonction des saisons. Et je pense qu'au printemps... Pour l'enregistrement, il vaut mieux parler dans le micro. Oui, alors c'est pour illustrer la biodiversité en fait de la petite ceinture, et en fonction donc des moments, et en particulier au printemps, vous pouvez retrouver les différentes photos, les différentes espèces effectivement sur la petite ceinture. Donc on peut s'amuser à savoir cette photo ça correspond par exemple au début du printemps, celle-ci c'est plutôt plus tard en fonction de la floraison. Donc voilà, ça permet d'illustrer aussi l'idée qu'on peut regarder autour de soi et qu'il y a finalement au fond plein de petites choses très intéressantes sur ce parcours. Et ça fait à peu près pratiquement 1 an que c'est mis en place. Donc le soleil y aurait déjà œuvré, je pense. Et franchement, je suis passé récemment. Puis c'est très joli, je trouve. Ça fait, moi, en tout cas, le rendu par rapport au fond et tout ça, bon, voilà. Tant mieux si ça vous plaît. Bon, maintenant, on va passer un petit peu... pardon, excusez-moi, il y a les visites de sites et les marches exploratoires. Bon, moi, j'en ai listé quelques-unes, notamment pour le Trilib, comme je vous avais dit, l'atelier de Vaugirard, l'hôpital de Vaugirard, les voûtes de la petite ceinture, sur le PLU aussi, et puis après, d'autres actions, commission ad hoc budget participatif, j'ai eu l'occasion d'y participer, et puis la participation à différentes réunions de concertation, réforme du PLU, réaménagement du parc Suzanne Langlaine et le projet de l'Aqua Boulevard. Voilà. Donc là, ça illustre un petit peu
En haut à gauche, c'est le parcours qu'on avait fait lors de la marche exploratoire, avec un certain nombre à la fois de membres titulaires et autres personnes d'ailleurs. À droite, on voit les voûtes de Vaugirard. À gauche, en bas à gauche, on voit les ateliers de Vaugirard. Et un petit peu au milieu, c'est l'hôpital de Vaugirard. Voilà. Et puis il y a la petite, mais bon, ça ne fait pas partie vraiment du conseil de quartier. Il y a la placette sur laquelle on a œuvré un petit peu à la fin pour des petites mises au point, on va dire. Voilà. Alors après, un petit peu ce que je peux, enfin, ce que je vais essayer de conclure sur comment dire, qu'est-ce qu'on peut conclure sur le conseil de quartier sur ces 3 ans en fait. Bon, il y a eu un peu des difficultés liées au Covid, parce que c'est pas évident de commencer un nouveau conseil sur du distanciel. Les échanges sont pas toujours évidents. Mais bon, on a réussi. Parfois, évidemment, il y en a un petit peu de mal à avoir tout le monde de présent. On a eu même la démission de 2 membres du conseil, alors qui sont corrélés à des aspirations, soit des changements d'activité, soit des aussi. Ouais, déménagement, et puis voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut dire dans les difficultés ? C'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver des dates qui conviennent à tout le monde, et encore plus sur le lieu. Mais bon, ça c'est des petits détails. Pardon ? Est-ce que c'est un étui à lunettes ? Est-ce que ça sera un étui à lunettes juste à côté de toi Là ? Ouais. Ça, c'est la pochette de micro. Ça n'a rien à voir. Bon, sinon, alors moi je trouve beaucoup de points positifs, quand même. Bon, il y a eu une bonne mobilisation et implication d'un petit groupe qui est fidèle et constructif, avec un très bon état d'esprit de l'ensemble des membres. Ça, c'est vraiment indéniable. Et puis après, qu'est-ce qu'on peut dire sur le conseil de quartier ? Il y a la possibilité d'avoir de très beaux sujets développés lors des conseils. Ça, on est dans un quartier où ça bouge beaucoup et il y a vraiment de beaux projets. Après, c'est pas toujours simple, mais c'est vraiment des beaux moments. Il y a la réussite de la mise en place de l'exposition permanente. C'est quand même, je crois, un succès. Et je crois qu'on n'est pas très nombreux dans les conseils de quartier à l'avoir fait, mais ça, je suis mal placé pour le dire. Le succès des fêtes de quartier, on a déjà dit. Et puis c'est aussi la possibilité de faire évoluer à notre niveau, à notre petit niveau, certaines choses, comme l'a montré Alfred avec les problématiques de riverains par rapport à des chantiers, par rapport à il y a plein de problématiques en fait auxquelles on est rencontré et pour lesquelles il y a vraiment une possibilité quand même d'intervention. Voilà ce que je pourrais dire. Bon, après, voilà, vous êtes tous invités le 24 juin. Dans les jardins de l'hôpital de Vaugirard, qui fait partie de ce conseil de quartier d'ailleurs. Donc ils ne sont pas là ce soir, mais ils ont été très présents tout au long de ces 3 années où ils ont été personnalités qualifiées. Et merci Rémi donc, pour ce bilan. Je voudrais en profiter pour te remercier d'avoir animé avec beaucoup de brio cette équipe, ce groupe, et remercier tous les membres du conseil de quartier qui ont été quand même globalement très mobilisés, qui ont montré un bel esprit d'équipe et une capacité à s'organiser et à s'écouter et à travailler ensemble pour proposer des idées, pour faire avancer des projets, pour participer dans plein de cadres différents. Et c'est bien ça qui est intéressant, c'est que le conseil de quartier, c'est les réunions publiques qu'on fait comme ce soir, mais c'est aussi tout ce qui se passe à côté. C'est les réunions préparatoires où on choisit les thèmes avec les membres du conseil de quartier. C'est les différents cadres de concertation dans lesquels les membres du conseil de quartier sont amenés à prendre la parole
en tant que membre du conseil de quartier. On les fait participer à toutes les concertations qui sont organisées, notamment dans le cadre des travaux et avec la ville de Paris. On parlait de Suzanne Langlaine tout à l'heure, par exemple. C'est des interlocuteurs vraiment privilégiés pour pouvoir aller dans tous ces cercles-là, dans tous ces cénacles-là, et pouvoir porter la voix des habitants, porter la voix des associations, porter la voix des entreprises ou des structures qui comptent aussi dans la vie du quartier. Et on a vraiment un conseil, même si là, aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'absents, mais parce que beaucoup étaient malheureusement hors de Paris aujourd'hui, on a vraiment des membres de conseil de quartier qui étaient très impliqués, et j'insiste là-dessus parce que comme on parle de bilan, pourquoi on parle de bilan? Parce que on arrive au bout des 3 ans d'activité du conseil de quartier, et les conseils de quartier sont renouvelés tous les 3 ans. Donc à la rentrée, on aura un nouveau tirage au sort pour les habitants du conseil de quartier, pour les associations. Donc vous serez invités, et je vous y invite en tout cas, à candidater, à aller sur le site de la mairie du 15e pour déposer votre candidature au conseil de quartier. Il y aura ensuite un tirage au sort pour pouvoir renouveler les différents collèges habitants, collèges associatifs. Les élus et les personnalités qualifiées, ça fonctionne différemment, mais pour renouveler ces collèges-là, et on a besoin que ça se sache, et que n'hésitez pas donc à en parler autour de vous, puisqu'en fait, c'est grâce à toutes les personnes qui se mobilisent, comme les personnes qui sont autour de la table aujourd'hui, qu'on a pu avoir ces fêtes de quartier, qu'on a pu avoir ce franc succès, qu'on a pu avoir une contribution qui a été quand même très efficace dans plein de cadres. Et puis, c'est toujours des petits bonus. Mais on a parlé un peu des marchés exploratoires, on a parlé des visites qui sont organisées. Je pense que c'est aussi un des rôles du conseil de quartier, ou en tout cas un des aspects peut-être assez sympathiques quand on est habitant, c'est qu'on peut avoir accès parfois à des sites où en temps normal, on ne serait pas forcément allé les voir, on n'aurait pas forcément su où toquer, à qui s'adresser. Et ça permet de découvrir son quartier réellement d'une autre manière et de s'impliquer à ce niveau-là. C'est vrai, moi, c'est vrai, je trouve que c'était vraiment une première expérience. Je n'avais jamais fait ce genre de choses. Et je trouve que c'est intéressant de rentrer dans la démarche un peu... c'est une nouvelle vision, en fait. C'est une vision différente, en fait. On participe un petit peu, un peu plus à la vie du quartier. On est plus sensible à certaines choses dont on n'est pas conscient quand on est habitant d'un quartier sans participer à un conseil de quartier. Voilà. Madame, oui, allez-y. Oui, c'était simplement pour dire qu'effectivement, les sujets étaient très intéressants, et les intervenants aussi, à chaque fois. Ah, oui. Ma question était simplement de savoir comment créer le lien, en fait, entre vous, les membres du conseil de quartier, les élus et les riverains. Parce qu'en fait, on ne sait pas comment vous joindre. Parce que quand on regarde sur le site de la mairie, on a bien le plan, on a bien les collèges, on a tout, on a vos noms. Mais en fait, on ne sait pas, il n'y a pas de boîte mail collective pour le conseil de quartier. Donc, par exemple, si on a des sujets qui nous tiennent à cœur, ou si on veut vous transmettre des informations sur le quartier, ou simplement vous suggérer d'en parler comme ordre du jour, on est complètement un peu frustré. On ne sait pas comment faire, en fait. C'est pour ça qu'il y a des élus qui sont chargés des conseils de quartier et qui sont les portes d'entrée aussi. Bien sûr, on est en totale transparence intellectuelle, encore une fois, sur ces questions-là. Et on est là pour aussi relayer toutes les idées, parce qu'on ne peut pas... Alors, dites-vous que la boîte mail d'un élu, c'est un peu comme une boîte collective, dans le sens où finalement, on travaille pleinement avec les membres de conseil de quartier, et qu'il n'y a pas de censure ou quoi que ce soit à ce niveau-là. N'ayez crainte là-dessus. Oui, donc c'est pas tout à fait la même chose quand même. Ça existe aussi en banlieue où il y a une boîte mail pour l'ensemble du conseil de quartier où tout le monde peut regarder, on n'est pas forcément obligé de passer par l'élu, même si on ne doute pas de l'honnêteté, même si on ne doute pas de la censure. D'accord. Mais l'autre question, c'était pourquoi à la fin des conseils de quartier... Je voulais juste, vous dire juste sur la question que vous posiez. Effectivement, donc, ça part de la conception et de l'organisation des conseils de quartier. Nous, du groupe PEC et élus de gauche, on souhaiterait qu'il y ait beaucoup moins
de présence et d'importance des élus dans ces conseils de quartier, vous avez raison, en banlieue, il y a des conseils de quartier qui ne sont que des habitants et que des associations, et qui ont, y compris, un fonctionnement autonome avec une adresse mail et avec des questions-réponses. Et qui ne sont pas au service des élus, parce que là, ce sont les élus qui deviennent au service de ces conseils de quartier. Voilà. Juste une petite parenthèse. Non, mais c'était simplement une piste de réflexion pour faire évoluer et pour mobiliser un peu plus de personnes, parce que là, on voit qu'on n'est pas très nombreux. Donc, c'était ça. Et même à la fin des conseils de quartier, pourquoi il n'y a pas questions diverses? Ça dépend des conseils de quartier. Par exemple, sur Citroën, on l'a indiqué cette fois-ci, on a une question diverse, par exemple. Pour Citroën Boussico, c'est pas forcément... Mais parce que des fois, on a des ordres du jour qui sont très chargés et on sait qu'on va être déjà court dans les horaires, donc on n'a pas l'intention de prolonger, de bloquer aussi l'organisation que c'est, parce qu'on a derrière tout le fonctionnement de l'école, on a les gardiens qui nous permettent de faire fonctionner ces conseils de quartier. Pour ce qui est d'une boîte mail, ça peut être une idée qui est suggérée même pour les prochains présidents de conseils de quartier, qu'ils créent eux-mêmes une boîte mail qui soit ensuite rendue publique. La difficulté, c'est toujours après, voilà, d'assumer derrière, de prendre ce rôle d'interlocuteur direct. Mais ça peut être une option. Et dans tous les cas, en tout cas pour vous répondre, Madame Bocheron, je me considère dans tous les cas comme étant au service des conseils de quartier avec lesquels je travaille. Je ne sais pas si c'est le cas partout, mais en tout cas, c'est le cas pour moi. Oui, mais... En tous les cas, en tant que conseiller de quartier, voilà, je tenais à applaudir Marion et Rémi pour tout l'investissement. Pour l'enregistrement. C'est gentil. Sinon, on n'entend pas dans l'enregistrement. Et même si on n'a pas une boîte mail, même si on n'avait pas de boîte mail, on a fonctionné en parfaite intelligence et donc les échanges entre nous étaient très cordiaux et il y en a eu de nombreux. Et on a évidemment une petite liste. Nous, on avait une petite liste et donc on échangeait régulièrement entre nous. Donc on avait un petit groupe et ce groupe a travaillé de toute façon en parfaite harmonie et on a pu échanger effectivement à travers. Alors l'audience est parfois variable. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est une petite audience, mais on a eu des audiences, très très grandes audiences. Et chaque fois, il y a des questions possibles de la part effectivement du public. Et voilà. Donc venez et candidatez et voilà, agissez pour le quartier. Tout à fait. Mais on ne peut pas toujours se déplacer à chaque conseil de quartier. Vous voyez, on est quand on habite dans le 15e, on va d'un côté à un autre. Et quand on aime le 15e, en plus, on va à plusieurs conseillers en même temps. Mais quelquefois, on ne peut pas se déranger. Donc, on aimerait bien envoyer une info à quelqu'un du conseil de quartier. Vous voyez, donc c'est pour ça que j'insiste sur la boîte mail. Vous pourriez tous la regarder, vous répondez pas, vous l'approfondissez ou pas. Mais vous voyez, nous, ce serait en tant que riverains, parce que là, on a l'impression qu'il y a un mur entre les deux. Vous êtes là, conseil de quartier, avec les élus, et nous, on est là, riverains. Honnêtement, qui sait comment vous contacter? Si on a une question, si on veut vous poser quelque chose, vous dire une info, honnêtement, on ne sait pas comment vous contacter. Hein. Nulle part, c'est marqué. Hein. Sur le site de la mairie, il y a bien les noms. Je suis désolée, mais je ne peux pas m'empêcher de trouver ça un peu triste parce que vous ne considérez pas que les élus puissent être des interlocuteurs. Alors, non, mais je comprends. Vous êtes dedans, hein, vous mais êtes dedans, hein. enfin, non, mais c'est-à-dire que on est aussi largement. Je comprends tout à fait votre souhait de pouvoir contacter. Voilà, vous faites partie du conseil de quartier. Mais les élus nos mails sont publics, nous répondons pour. Notamment mes collègues. Il y a aussi un collège habitant. Oui, bien sûr. Vous voyez, donc vous faites partie, vous, du conseil. C'est pour ça que c'est intéressant aussi vous pouvez tout à fait, si vous voulez bien me laisser répondre. C'est pour ça que vous pouvez tout à fait aussi parler avec vos conseillers de quartier à la fin. C'est vrai que vous ne pouvez pas être partout tout le temps, ça j'en ai conscience. Mais comme vous êtes là et comme si vous prenez la peine de venir, vous pouvez tout à fait aussi prendre attache avec vos conseillers de quartier à la fin des conseils de quartier. C'est un peu le but. Mais ça ne remet absolument pas en cause le fait qu'on a bien noté l'idée de la boîte mail. Hein. C'est juste que derrière, voilà, les élus sont aussi à votre disposition. Ne l'oubliez pas, c'est tout.
Et s'il n'y a pas d'autres questions, on est juste dans les temps pour mettre... ce qui est rare pour les conseils de quartier. On termine en beauté. Il y a une question encore. Une question et après on pourra... Oui, j'ai vu qu'il reste 5 minutes. En fait, je voulais savoir si vous saviez, parce que les voûtes, moi je ne suis jamais rentrée, j'ai vu ces photos là qui sont impressionnantes. Et du coup, la Croix-Rouge a un projet, je ne connais pas parce que je n'étais pas là à l'époque. Voilà. Et donc du coup, à qui ça appartient déjà ce terrain ? Les voûtes appartiennent à la SNCF. Et donc c'était un appel à projet de la SNCF qui avait été remporté par la Croix-Rouge pour réaliser l'aménagement. La Croix-Rouge, pour des raisons d'équilibre financier du projet, a été obligée d'y mettre un terme. À ce stade, c'est donc à nouveau à la SNCF de définir ce qu'il en adviendra. Et avec, bien sûr, de toute façon, comme ça a été le cas depuis le début déjà pour le projet quand c'était la Croix-Rouge, une grosse coopération et en tout cas une coordination avec la mairie de Paris, la mairie du 15e arrondissement pour pouvoir avoir un projet qui soit adéquat et qui convienne en fait à l'esprit qu'on veut garder dans ce quartier. Mais pour le moment, on n'est pas plus avancé puisque le projet est tombé quand même assez récemment à l'eau. Du fait notamment des augmentations des coûts liés à la crise en Ukraine, aux inflations et autres qui ont rendu le projet peu viable financièrement au final. Malheureusement, c'était ça. Mais on y veillera, en tout cas, qu'il y ait quelque chose, parce que c'est un patrimoine qui est important et c'est un site qui pourrait être vraiment mis au service du quartier et de la vie du quartier. D'accord, merci. Eh ben, merci à tous. Et encore félicitations à Rémi pour avoir tenu ce mandat pendant 3 ans. Et à tous les conseillers de quartier. Merci à l'ensemble des membres du conseil.